Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce second chapitre de géographie consacré aux espaces à forte contrainte et à la façon dont les hommes les habitent. Donc en géographie, une contrainte est un élément qui pèse sur les choix d'aménagement d'un espace par une société. Les contraintes sont pour l'essentiel d'origine naturelle, elles sont liées au climat, s'il fait froid ou chaud, aride ou humide, au relief, c'est-à-dire aux montagnes, au sol, ou encore à la végétation. Alors, sur notre cahier, nous allons noter une définition plus simple. Donc la contrainte naturelle est un obstacle posé par la nature qui limite l'implantation des humains et la mise en valeur de leur espace. C'est-à-dire que c'est un élément naturel qui va empêcher ou rendre plus difficile l'installation des hommes dans un territoire donné et qui va poser des limites sur la façon dont les hommes vont pouvoir aménager, modifier cet espace pour y développer leurs activités d'habitation, économique, etc. Donc il s'agit de l'inverse d'un atout naturel, c'est-à-dire un élément naturel qui permet de développer facilement une activité donnée. Donc nous avons vu en histoire que l'homme a colonisé, pour ainsi dire, l'ensemble de la planète, à part le continent antarctique, mais néanmoins, tous les espaces ne sont pas aussi faciles à habiter les uns que les autres. Certains sont riches en atouts, tandis que d'autres sont riches en contraintes. Donc les conditions naturelles sont variées et peuvent même être hostiles à l'implantation humaine. Donc d'après vous, quels sont ces espaces ? Je vous laisse mettre en pause pour réfléchir un petit instant, avant que nous regardions cela tous ensemble. Donc vous avez sans doute pensé aux espaces polaires, où il fait extrêmement froid, aux déserts arides, aux espaces isolés, aux hautes montagnes et aux espaces de forêt dense, qui constituent toutes des défis à l'activité humaine. Donc maintenant, je vais vous demander de regarder votre manuel aux pages 210-211. Nous allons regarder le planisphère qui va nous présenter ces différents espaces. Donc sur ce planisphère, nous pouvons repérer et localiser les différents types de contraintes et leur localisation. Donc tout d'abord, nous avons les espaces de désert froid. Alors au sud, nous avons la Terre de Feu et l'Antarctique, qui est un continent entièrement non peuplé par l'homme, mais ce sont surtout les espaces de l'hémisphère nord qui vont nous intéresser, l'Alaska aux États-Unis, l'Arctique canadien, la grande île du Groenland et la Sibérie au nord de la Russie. Ensuite, nous allons avoir les espaces de désert chaud, donc des espaces arides où les températures peuvent être extrêmes. Donc le plus connu est le Sahara, mais nous retrouvons des déserts en Arizona, à la frontière américano-mexicaine, le nord-est brésilien, les régions des côtes et de l'altiplano andin, le sud de l'Argentine, la Namibie au sud de l'Afrique, les différents déserts du Proche et du Moyen-Orient, et le désert de Gobi en Chine, qui est un désert qui peut être, lui, très froid, et enfin le désert australien, ce que les Australiens appellent l'outback. Ensuite, nous allons trouver les zones de haute montagne, donc les Alpes, notamment en Europe, les montagnes rocheuses en Amérique du Nord, la cordillère des Andes en Amérique du Sud, quelques espaces en Afrique, notamment l'Atlas marocain, et surtout en Asie, les montagnes que l'on trouve au Caucase, dans le Taurus anatolien, en Iran, et les plus importantes, l'Himalaya, avec le plus haut sommet du monde, l'Everest. Enfin, nous allons trouver les espaces isolés, donc les îles et archipels comme la Polynésie française, dans l'océan Pacifique, d'autres archipels comme les Seychelles, les Maldives, et puis le département français de la Réunion, au large de Madagascar, dans l'océan Indien. Pour terminer, nous trouvons les espaces de forêt dense, donc notamment le plus connu c'est la forêt amazonienne, notamment au Brésil et dans les pays limitrophes, la forêt tropicale africaine, et en Indonésie, la forêt de Bornéo, et également en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ces espaces sont donc difficiles à habiter et à mettre en valeur pour les hommes, mais on y trouve par contre une très importante biodiversité, c'est-à-dire que la richesse en espèces animales et végétales, en faune et en flore, y est très importante. De manière emblématique, l'Amazonie, mais les forêts tropicales d'une manière générale, et aussi les zones de haute montagne, sans parler des zones maritimes. Donc si l'on observe enfin la répartition de la population humaine dans le monde, avec les petits points gris, chacun d'entre eux représentant 1 million d'humains, eh bien nous apercevons que les populations se concentrent dans les espaces à faible contrainte. Donc nous retrouvons
la partie est de la Chine, l'Inde, l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord, le sud du Brésil et le Nigeria et d'autres parties d'Afrique de l'Ouest, eh bien ce sont toutes des zones où les contraintes ne sont pas fortes. Alors on constate que toutes ces zones de fortes contraintes recouvrent une partie importante des terres émergées, mais que la population mondiale se concentre donc dans les parties très limitées, qui sont des parties qui présentent plutôt des atouts pour l'installation des hommes. Les grandes plaines fertiles, et vous remarquerez, on pourrait penser que vous avez des fortes concentrations humaines dans des espaces à forte contrainte, ces déserts. En fait, il s'agit ici des vallées des grands fleuves qui traversent des espaces désertiques, mais qui ne sont pas eux-mêmes des espaces à forte contrainte, mais qui présentent des atouts pour l'agriculture. Donc on retrouve ici un espace que nous connaissons bien, la vallée du Nil. On voit que la concentration humaine est forte, mais il en serait de même ici autour de l'Indus, au Pakistan, donc une zone désertique traversée par un fleuve qui permet l'agriculture et une production de nourriture importante. Donc nous pouvons noter sur notre cahier que la population se concentre dans les espaces à faible contrainte. Alors il est temps pour nous d'aborder notre première partie avec une étude de cas consacrée au pays des petits phoques, le Groenland. Donc nous allons tout d'abord localiser le Groenland. Donc sur ce planisphère, nous constatons que le Groenland se situe dans l'hémisphère nord, à l'extrémité nord-est du continent américain. Donc géographiquement, le Groenland est une île qui appartient au continent américain. Politiquement, le Groenland est un territoire autonome du Danemark. Le Danemark étant ce tout petit pays au nord de l'Allemagne qui contrôle cette vaste île. Donc le Groenland se situe à l'extrême nord du continent américain, dans la zone arctique. Il forme une vaste île où se trouve le pôle nord géographique. Le Groenland est une région autonome du Danemark. Donc je vous laisse prendre en note à la suite du grand 1 l'information sur la localisation du Groenland. Donc nous allons maintenant aborder le premier point de notre étude de cas sur le Groenland. Je vous laisse noter sur votre cahier petit 1 la contrainte climatique que vous écrivez en bleu ou en noir en fonction de la couleur que vous utilisez habituellement. Et vous ouvrez votre manuel aux pages 200-201 et nous allons utiliser les documents 1, 2 et 4 pour analyser et relever les différentes contraintes qui sont présentes au Groenland. Donc je vous invite à prendre le temps de chercher par vous-même les informations, et nous allons maintenant pouvoir regarder ensemble ce qu'il en était. Donc tout d'abord du point de vue climatique, comme on s'en doute, le Groenland est un espace extrêmement froid, puisqu'il est situé dans la région arctique. Le document numéro 2, la carte du Groenland, nous indiquait ici des températures qui varient au village d'Unmanak, entre moins 18 degrés en février et plus 8 degrés au maximum dans le mois le plus chaud en été. Alors, moins 18 degrés, il s'agit ici d'une température clémente pour le Groenland. Les températures à l'intérieur des terres peuvent descendre bien en dessous de moins 18 degrés, et dans la zone arctique d'une manière générale, les températures peuvent être bien plus rudes. L'hiver dernier, en Sibérie, le thermomètre est descendu jusqu'à moins 73 degrés. Alors, cette carte nous renseigne également sur la situation des communications entre le Groenland et le reste du monde. Nous voyons ici, dans la légende, la mention de banquise, la mer gelée en hiver. Donc, c'est-à-dire presque l'ensemble du pourtour de l'île, à l'exception des deux petites villes de Nanortalik et Kaportik dans le sud. Donc c'est-à-dire que durant les mois d'hiver, l'île est, pour ainsi dire, coupée du monde, il est impossible d'y accéder en bateau. Alors, si ce n'est pas le moyen qui est utilisé pour se déplacer, c'est le moyen de ravitailler l'île en nourriture. Donc c'est ce que nous apprend Chris, cet Anglais qui vit au Groenland depuis 4 ans, qui nous explique que, chaque année, en avril, nous manquons de nourriture. Au terme de l'hiver, les réserves sont épuisées, puisque le dernier ravitaillement s'est effectué en novembre. Donc il vaut mieux pas avoir oublié d'acheter son dentifrice à ce moment-là, puisqu'ensuite le ravitaillement est impossible, et ou extrêmement cher, puisqu'il s'effectue par hélicoptère.
Donc en plus de cette contrainte au niveau de l'approvisionnement, eh bien le climat et les spécificités de l'environnement arctique font que, eh bien durant les mois d'hiver, eh bien vous êtes dans la nuit polaire, c'est-à-dire que le soleil ne brille que 1 à 2 heures par jour, comme nous le montre le document 4. Donc je vous laisse noter sur votre cahier que le climat est glacial, il fait jusqu'à moins 18 degrés à Uummannaq. En hiver, il faut supporter la nuit polaire. La mer gèle durant tout l'hiver, elle se transforme en banquise, ce qui empêche tout ravitaillement. Le Groenland est donc isolé. Nous allons maintenant pouvoir passer au deuxième point de notre étude de cas. Petit 2, un espace de très faible densité. Donc vous pouvez sauter une ligne par rapport à la réponse à la question précédente et écrire toujours en bleu ou en noir, comme vous en avez l'habitude, le titre de notre petit 2. Donc la question que nous vous posons ici sont: quelles sont les conséquences de ces contraintes sur l'implantation humaine? Donc nous avons vu les contraintes, et bien quelles conséquences cela a eu sur l'installation des hommes au Groenland? Donc cette fois-ci, nous allons utiliser le document 1, donc le témoignage toujours, et les chiffres clés, page 2. Donc le témoignage de Chris nous permet de voir qu'il est effectivement très difficile d'aménager le Groenland en raison du fait que le sol soit recouvert par la neige ou qu'il soit composé de roches. Donc il est impossible d'y faire des routes, et même l'hiver, il faut creuser des tunnels dans la neige entre les maisons. Donc, comme vous en doutez, le Groenland est une région qui est peu propice à l'installation des hommes. Néanmoins, il s'agit d'un territoire peuplé, mais faiblement peuplé. Donc c'est ce que nous montrent les chiffres clés, puisque vous avez donc un territoire absolument immense, de plus de 2 millions de kilomètres carrés, plus de 3 fois la France, mais qui n'abrite que 56 000 habitants, donc la taille d'une ville petite à moyenne en France, et donc avec une densité, un nombre d'habitants par kilomètre carré excessivement faible, donc puisque vous avez 0,026 habitants par kilomètre carré contre 118 habitants par kilomètre carré en comparaison pour la France, sachant que la France n'est pas un pays très densément peuplé, ça nous montre donc que vous avez extrêmement peu d'habitants sur un territoire tout à fait considérable. Alors néanmoins, les habitants ne sont pas répartis également sur les territoires, si vous regardez sur la carte, eh bien en fait, tout l'espace en blanc est complètement dépeuplé, c'est-à-dire l'espace de calotte polaire, l'épaisse couche de glace recouvrant les terres, qui peut mesurer jusqu'à plusieurs kilomètres d'épaisseur. Il ne s'agit pas d'une petite couche de neige pour faire de la luge. Donc la population se concentre sur les territoires les plus propices, les plus facilement habitables, le long de la côte, là où il fait moins froid, et là où vous avez des terres libres de glace, la toundra, qui permet de s'installer, de construire, comme on le voit ici sur la photographie du document numéro 3. Donc la population est concentrés sur les côtes dans des villes. Alors, quand on parle de villes, la capitale, Nuuk, ne compte que 15 000 habitants. Donc, il ne s'agit pas de grandes agglomérations, de grandes métropoles, comme on a pu en croiser dans le chapitre 1. Donc, pour répondre à notre cahier, pour répondre à notre question, je vous laisse prendre sur votre cahier la réponse suivante. Avec 56 000 habitants, le Groenland est très faiblement peuplé. La densité n'est que de 0,026 habitants par kilomètre carré. La population se concentre sur les côtes, car l'intérieur des terres est couvert par la calotte polaire. Donc enfin, petit 3, l'homme s'adapte à son milieu. Donc en dépit de la difficulté de cet environnement, les Inuits, c'est-à-dire la population originelle, la population locale, s'est installée ici depuis 5000 ans environ. Donc il s'agit de l'un des derniers espaces colonisés par l'homme, mais néanmoins la présence humaine y est relativement ancienne. Donc je vous laisse prendre cette phrase, et nous avons ensuite la fiche activité que je vous invite à composer, à compléter en autonomie cette fois, et je vous laisserai le soin de vous auto-évaluer en fonction de si vous pensez avoir plutôt réussi à extraire les informations des documents, ou si vous pensez que c'est une activité pour laquelle il vous faut encore vous entraîner, pour laquelle vous n'êtes pas encore prêt. Donc bon travail à tous.